L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonsoir à tous et bienvenue au cœur du Palais des Sports, l'antre, que dis-je, la Mecque de la montagne et des sensations fortes. C'est ici que durant 5 jours, 4000 spectateurs vont se presser pour célébrer la 20e édition des rencontres ciné-montagne. Alors après les voyages musicaux, l'objectif de ce soir est clair, atteindre les sommets à la force des piolets, ski de pente raide sur le dos ou emporté par le vent dans une nacelle de parapente. Tous les moyens sont bons pour exprimer sa passion. Le Si on parlait spécial rencontre Acte 2, ça commence maintenant. Il y a d'un côté ceux qui aiment le vol en parapente au-dessus de la dent de crawl et ceux qui pratiquent l'alpinisme dans les Alpes. Et puis il y a ceux qui conjuguent ces deux passions poussées à l'extrême. Et Antoine Girard est de ceux-là. Cet aventurier des temps modernes est devenu un habitué des expéditions au long cours pendant plusieurs jours, parfois à plus de 7000 mètres d'altitude. Si la plupart du temps l'expédition est réussie, parfois ça ne se passe pas toujours comme prévu, comme au printemps dernier au Népal. Mais après tout, quand on aime, on ne compte pas. Extrait. Allô Antoine, salut. Ouais, bien. Écoute, j'ai reçu tes images, je les ai regardées. 35 kilos 35, hein 35 kilos, 500 mètres, 2008. 4200, 4004. Et le truc, c'est que dans ton expé, finalement, il n'y a pas... 80 km en 8 heures, c'est 2 heures 10 km, Alors si, il y a des trucs à montrer. 2 heures. 10 heures, une quinzaine de kilomètres de 8 heures. 2800 mètres, 35 kilos, 3 jours. Et là, tu pars au Chili? Ça fait 3 jours qu'on est à 15 km. 2800 mètres, Non, là, je vais me démerder, je vais faire un truc. 3003. 1 heure ou 2, 10 heures. C'est pas mal avec les sacs qu'on a, non? Ciao, bye. Merci. Vers moi. Ça, c'est fait. Alors avec un soupçon de mauvaise foi, hein, je vous le cache pas, mais bon, c'est un montage, n'est-ce pas? D'où l'expression monter de toutes pièces. En tout cas, moi ça va mieux en le montant, quoi. Bon allez, on va passer à la suite. Antoine Girard, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir un extrait de ton expédition au Népal, dans la vallée du Langtang. Alors on peut le dire, ça a été une vraie galère, hein. Ah, effectivement, oui, tout s'est mal passé et il fallait faire quelque chose avec ça. Alors d'ailleurs, c'est pas commun de montrer l'envers du décor. On est plutôt habitué à avoir des expés qui fonctionnent bien et des objectifs qui sont atteints. Ah, complètement. Là, c'est un échec à la fois l'approche, l'ascension, le retour, il n'y a rien qui fonctionne. Et avec ça, on voulait quand même faire un film et montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière pour le monteur et comment ça marche. Et avec ça, on arrive à faire un film en fait, qui est intéressant, même si le fond n'est pas si grand que ça au final. Alors vous êtes parti plus d'un mois avec ton acolyte, hein. Vous avez eu à peu près 3 semaines de mauvais temps. L'ennui, l'attente, la déception, on gère ça comment ? Eh ben, comme on peut. Là, c'est vraiment très très long. Moi, j'en ai profité pour écrire un livre. Voilà, Julien a essayé d'écouter tout le répertoire de musique de son téléphone. Je crois qu'il a rapidement fini. Et non, il faut attendre, hein. On espère toujours le lendemain. De toute façon, si on savait à l'avance qu'il y avait 3 semaines de mauvais temps, on serait parti. Là, tous les jours, on espérait. Le matin, on se levait à 5h, 6h, on regardait le temps, on se préparait. Et à 10h, le mauvais temps arrivait physiquement. Donc on se recouchait et ça recommençait. Mais on a toujours espoir, mais c'est long. Alors vous avez quand même pu voler un petit peu, vous avez même posé à 5800 mètres d'altitude, c'était une première apparemment pour tous les deux. Vous avez quand même touché du doigt l'objectif qui était à 6600 mètres, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'abandonner ? Non, abandonner, jamais. Non, on peut pas, on a un rêve. Quand on aime, on ne compte pas, c'est ça ? Exactement. Non, on a des envies, des rêves, etc. On essaye. Après, c'est vrai qu'on est tributaire de la météo. On n'a pas réussi, mais même avec le mauvais temps, on espérait trouver même un créneau de 4 heures ou 5 heures de vol pour aller sur la montagne, on y croyait encore. Se poser à 5600 mètres, c'était comment ?
Fallait tester. Alors, se poser, on y arrive toujours. On est là, on descend. Après, il fallait trouver un endroit suffisamment plat, grand et à l'abri des crevasses. Et c'est pas tout le temps facile de le trouver. Alors à la fin du film, tu te demandes même si en fait c'est pas tout simplement le Népal qui est pas fait pour le paralpinisme. Je pense qu'il y a des saisons qui sont différentes, mais effectivement, le Népal se prête beaucoup moins que le Pakistan parce que c'est plus humide. Les plafonds sont moins hauts, c'est l'altitude auquel on peut voler, qui est beaucoup moins haut que le Pakistan, et les créneaux météo beaucoup plus courts. Donc effectivement, c'est pas forcément facile, mais c'est toujours pareil. Il y a des années où c'est mieux, d'autres années c'est l'autre, voilà. Mais en moyenne, le Pakistan est quand même bien meilleur. Alors tu es un homme de défi, on le sait. Est-ce que tu as un nouveau projet déjà dans les tuyaux ? J'en ai déjà quelques-uns à vous montrer, mais qui sont juste dans la caméra. Et après, dans les prochains projets, ça va être en Amérique du Sud, là au printemps. Merci beaucoup Antoine pour cette belle aventure qui a le mérite de montrer un peu l'envers du décor et puis en plus des jolies images des sommets du Népal. On te souhaite encore plein de belles expériences. Merci beaucoup. On y est bien, on va y rester au Népal. Alors on les surnomme le gang des moustaches. Elias Mirou, Frédéric Degoulet et Benjamin Guigonnet, 3 guides de haute montagne rompus à l'alpinisme. Eux non plus n'ont pas vécu l'expédition idéale. 3 fois, ils ont tenté l'ascension du Noupse avant d'atteindre son sommet à plus de 7700 mètres d'altitude. C'était en 2017. Les 3 alpinistes venaient d'ouvrir une voie en face sud du géant himalayen. Une cordée bien solide qui mérite son piolet d'or. On regarde tout de suite un extrait, on les retrouve juste après. La dernière journée qu'on avait ratée. Il est 6h du mat. Troisième bivouac, dans une petite pente à 45-50. Voilà. Avec le bon petit sac de 10 kg à 7000. C'est toujours du bien ça. Deuxième essai, à esprit de droite. Tous les jours, il y avait un peu une incertitude. On arrive à voir beaucoup de choses du bas, mais c'est tellement loin. Arrivé de nuit, ce fut une longue journée. Elias Miller, bonsoir. Vous êtes donc guide basé à Chamonix. Avec vous, Frédéric Degoulet, bonsoir. Vous venez des Hautes-Alpes. Alors le troisième compère, le niçois Benjamin Guigonnet, n'a pas pu être là avec vous. On pense bien sûr très fort à lui. Avec l'ascension de ce fameux Nupse, vous entrez dans le cercle très fermé des Himalayistes. Est-ce que c'était un rêve pour vous, ce sommet en particulier ? Oui, c'est un rêve qui s'est élaboré sur 3 années. Les très belles montagnes, grandes, magnifiques, forcément, on tombe amoureux, donc ça devient un rêve. Et le rêve s'est réalisé en 2017, dans la face du Nupse. Voilà. Pour vous aussi, c'était un rêve ? Cette face en particulier, pas forcément, c'était juste un projet entre copains. Et on avait choisi cette montagne pour pouvoir s'exprimer avec les copains. Et du coup, c'était la marche ultime, nous, avec notre cordée en tout cas, à ce moment-là. Et donc ouais, c'est quelque chose qui va marquer dans ma vie, c'est sûr. Donc vous y êtes pris à 3 fois. Vous avez gravi le sommet en combien de jours et dans quelles conditions ? On a mis 6 jours à grimper le sommet. Et dans les conditions, c'était des conditions de météo très stables parce qu'on ne s'engage pas sur une montagne aussi grande et dans des faces aussi difficiles avec une météo incertaine. Donc la météo était vraiment stable. Et les conditions de grimpe étaient très très bonnes, c'est-à-dire qu'il y avait de la bonne glace, de la bonne neige. On était plutôt dans des bonnes conditions de grimpe en sécurité par rapport à la météo. Et quelles étaient les principales difficultés de ce sommet ?
Elles étaient d'ordre... c'est un condensé de l'alpinisme. On a beaucoup de pentes très raides en neige, beaucoup de longueurs en glace technique, dans du grade 5, 5+, 6. Un petit peu de mixte, pas grand-chose en mixte, mais bon, les conditions étaient vraiment particulièrement bonnes. Et puis sinon, après, c'est l'altitude, l'engagement, l'éloignement. On sait que là-bas, il n'y a pas de secours et qu'au-dessus de 7000, il n'y a personne qui vient vous chercher. Alors les spécialistes parlent d'une voie d'envergure en style alpin, d'un niveau de difficulté proche d'une face nord des Grandes Jorasses. Pour les gens qui s'y connaissent pas vraiment, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors la face nord des Grandes Jorasses, si on donne une comparaison, c'est l'une des 3 plus grosses faces nord des Alpes. Donc c'est une face emblématique de haute difficulté où les plus grands alpinistes de tous les temps qui ont essayé, exactement. Donc, en comparaison, c'est-à-dire que si on ramène ça à l'Himalaya, eh ben on est dans les mêmes ordres de grandeur, sauf qu'on est en Himalaya à plus de 7000 mètres. Et donc, par conséquent, c'est aussi plus difficile. Et c'est les nouveaux challenges actuellement pour les himalayistes. C'est les nouveaux jeux actuels pour les grimpeurs, alpinistes et himalayistes. C'est-à-dire que les challenges, on les a plus dans les Alpes. On les reporte en Himalaya pour s'exprimer de la même manière qu'on a pu s'exprimer dans les Alpes quand on était plus jeune, où on a appris, c'était notre terrain de jeu. Voilà. Alors, c'est le sommet satellite de l'Everest où Ueli Tek a trouvé la mort peu de temps avant. Est-ce que vous y avez pensé pendant l'ascension? Est-ce que vous vous étiez préparé éventuellement à cette éventualité? En fait, on sait que ça va être dangereux. On évite d'y penser parce que sinon, on ne part pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose de... On l'a dans notre inconscient, et puis dans notre conscience aussi. Mais c'est pas sur quelque chose qu'on va vraiment se focaliser, sinon ça nous bloque totalement. Donc on sait qu'on va s'exposer plus que normalement dans les Alpes. On sait qu'on va être vraiment dans un jeu qui est dangereux. Mais avec l'expérience, on arrive à un petit peu, je dis bien un petit peu, gérer l'ensemble, même si on n'est pas maître complètement du jeu. On sait juste un petit peu mieux gérer le danger, mais ça s'arrête là. C'est pas quelque chose qu'on peut complètement balayer d'un coup. Alors c'est une expédition qui vous a valu le Piolet d'Or 2018. Est-ce que pour vous c'est une consécration, Elias? Alors je suis très fier et très heureux d'avoir reçu ce Piolet d'Or. Après, la belle chose de cette histoire, c'est que c'est la reconnaissance de nos pairs. C'est-à-dire que les gens qui te remettent ce Piolet d'Or, c'est des grands alpinistes de tous les temps qui ont vu cette ascension, qui ont reconnu ce qu'on a fait. Donc ça nous fait, enfin, pour ma part, ça nous fait vraiment plaisir. Après, la consécration d'une vie, je sais pas, je ne suis pas sûr, parce que une vie est remplie de tellement de belles choses. Il y a l'alpinisme, mais il n'y a pas que l'alpinisme. Donc si on s'arrête que à l'alpinisme, ce serait dommage. Donc oui, on est fiers. Après, dire que c'est l'aboutissement d'une vie, je ne pourrais pas dire ça. Est-ce que vous avez prévu une nouvelle expédition tous les 3? Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en tout cas. Après, avec cette dernière expédition, on s'est rendu compte que si on pouvait trouver des objectifs très difficiles, mais avec le moins de risques objectifs, ça serait, nous en ce moment, on est plutôt dans cette recherche-là, un truc très technique, mais le moins dangereux possible. Ça n'existe pas en termes enfin, on ne peut pas effacer complètement le danger, mais en tout cas, il y a des faces ou des arêtes, par exemple, qui sont moins exposées aux avalanches parce qu'on est sur l'arête. On est plus dans la recherche d'un objectif dans ce genre de très haut, très technique, et puis qui donne envie, quoi. Eh ben merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait vivre cette belle expérience. En tout cas, votre émotion au sommet était très touchante et puis ça donnait une petite touche supplémentaire au film et on vous en remercie pour ça. Et puis on vous souhaite de très belles expéditions à venir. Eh ben merci. Merci, à bientôt. I'm broke, I'm 26
laisse les pentes raides du Népal et de l'Himalaya pour revenir en France, un petit peu plus près de chez nous, à Chamonix. On pourrait croire que tout a été fait, tout a été tracé. C'était sans compter le grain de folie de Vivian Bruchet, guide de haute montagne spécialiste du ski de pente raide. Il nous emmène dans l'exploration de nouveaux itinéraires dans le massif du Mont Blanc. Ça s'appelle Entre les lignes. On regarde un extrait, on le rejoint tout de suite après. C'est une descente qui est marquante parce qu'elle m'a obligé à me poser des questions. Parce que sur tous les prochains projets que tu vas avoir dans l'hiver, il ne faut pas te retrouver dans cette même situation. Énorme, énorme. Ouais, super big. Oh la ligne. Bravo Doud. Il y a des descentes dans lesquelles je pourrais retourner et je sais que dans ce genre de descente, j'y retournerai pas. Quelque part, t'en fous de faire une première. La peur, moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans ma pratique, quoi. Je vais rechercher la glisse et puis le bonheur d'être avec les copains, quoi. Vivian Bruchet, bonsoir. Salut. Mathéo Jacquemou, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous l'avoue, hein, en regardant le film, en fait, je me suis dit que vous étiez des grands malades. Il ne faut pas le prendre mal, hein. De ma part, c'est vraiment un compliment. Qu'est-ce qui vous attire tous les deux dans le ski de pente raide ? Alors en fait, si tu veux, le ski de pente raide, nous, dans ce qu'on va chercher, on va chercher à explorer. On va chercher à explorer des nouvelles descentes et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce film-là. Donc je dirais que le ski de pente raide, ça nous permet de créer des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Et toi, Mathéo ? Ouais, pareil, c'est vraiment partager une aventure aussi en premier lieu, puis se faire plaisir, même si on a l'impression qu'on est vraiment dans des choses extrêmes. Nous, on va se faire plaisir là-dedans et on ne recherche pas le danger ni la difficulté, on recherche de la maîtrise du mouvement surtout. C'est ça le plus important, la maîtrise de ce qu'on fait. Alors c'est vrai que vous avez ouvert des voies que personne n'aurait jamais imaginé skier. Vous apportez un autre regard, un esprit plus créatif, surtout dans un massif qui a déjà été plus qu'exploré. Effectivement, c'est vrai que moi je sais que ça fait une dizaine d'années que je dédie vraiment ma vision de skieur vers le ski de pente raide. Ça fait 5 ans que chaque hiver j'ouvre des nouvelles lignes. Et voilà, l'idée c'est d'aller dans l'esprit des pionniers en fait. Les anciens, ils avaient créé des très grands itinéraires qui nous ont inspirés et c'est à partir de ça qu'on va réinventer l'alpinisme ou le ski en pente raide, quoi. Alors c'est vrai que sur les images on se rend peut-être pas forcément compte, mais les pentes elles sont à combien de degrés ? Généralement c'est entre 45 et 55 degrés. Parfois plus raide pour les drues, mais voilà, c'est ce genre de pente là. Ouais. Après ça dépend vraiment de la qualité de la neige aussi. On peut faire du 55 en poudreuse et faire du 45 avec de la neige vraiment dure, ça sera beaucoup plus difficile de faire dans le deuxième cas de configuration, donc ça dépend des conditions. Est-ce que vous avez peur, l'avalanche, les chutes ? Parce qu'il y a quand même des passages qui sont, on peut le dire, hein, vraiment, c'est du ski alpinisme. Il y a un passage notamment dans le film, on le voit, enfin, vous tombez, vous mourrez, quoi. Alors en fait, ça c'est un peu l'ambition de ce film, en tous les cas pour moi. Je pense que ce film-là, c'est un peu le film de la maturité. Et c'est la première fois qu'on traite vraiment la peur, parce qu'à un moment dans le film, c'est clair que voilà, il y a un moment de peur. On avait envie de le traiter et raconter réellement ce que nous on ressent. C'est une forme d'honnêteté, c'est une forme d'authenticité qu'on amène
parce qu'on n'est pas là pour mentir, quoi. On vit des choses en montagne, on a des moments émotionnels qui sont extrêmement forts et c'est ce qu'on souhaite partager à travers ce film. Après, quand il y a un moment où on se fait peur, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça pour améliorer et avoir une meilleure expérience pour pas le revivre, quoi. On va parler peut-être de votre plus beau souvenir. Le tien, Vivian, peut-être le Nant Blanc, peut-être? Alors, ouais, non, le Nant Blanc, en fait, pour moi, c'est mon rêve de gamin, quoi. C'est le truc... Moi, je suis né à Chamonix, j'ai grandi à Chamonix, j'ai été bercé par le mythe du Nant Blanc. J'ai vu ça depuis que voilà, je suis tout jeune. J'ai été inspiré par Marco Siffredi, c'était mon idole. Et du coup, je pense que voilà, c'est plutôt une descente que je portais en moi et qu'il fallait que je réalise. En soi, dans l'itinéraire et dans cette réalisation, c'est je pense, quelque chose qui va marquer ma vie de skieur. Après, je pense pas que c'est vraiment mon plus beau souvenir. Plus beau souvenir, je dirais que c'est plutôt dans de la contemplation et en fait dans la réussite de trouver des itinéraires. Et je me souviens, quand on était au sommet du Dolan avec Mathéo, on était tous les deux au sommet et puis maintenant on filme beaucoup avec le drone, j'envoie le drone et au final ça se dessine une ligne comme ça qui apparaît dans mon cadran et là je dis oh, c'est majeur ça, c'est trop beau. Et je pense que ça fait partie des bons souvenirs parce que tu imagines des choses, tu y vas, tu fais demi-tour, tu dédies du temps et quand tu vois qu'au final il y a quand même une possibilité que ça se réalise, ça fait partie des bons souvenirs. Et toi Mathéo, ton plus beau souvenir? Moi, le plus beau souvenir, c'est, je pense, il n'y en a pas qu'un, hein, mais celui qui me vient à l'idée, c'est le dernier jour de la traversée, quand on a enchaîné le Mont Blanc et l'aiguille de Bionnassay, là. Parce que c'est vrai que dans le film, on voit pas tellement qu'on enchaîne, mais en fait, dans la même journée, on avait enchaîné la face ouest du Mont Blanc et la descente à Bionnassay, et ça, c'était vraiment le plus beau souvenir voilà, que je peux retenir. Et puis on le voit aussi, hein, c'est une vraie aventure humaine. Hein. Entre amis, il y a vraiment beaucoup d'émotions aussi. Ouais, c'est ce qu'on va rechercher, hein. Le ski de pentraide, c'est du solo à la descente, mais en même temps, c'est pas du solo. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est qu'au final, on peut toujours compter sur l'autre. Et je pense que c'est un des points importants aussi en montagne. Et là, dans la traversée, c'est vraiment ce qui s'y retransmet. Ouais, c'est vraiment l'esprit de partage et de chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vivian, est-ce qu'il y a encore des lignes à explorer dans le massif du Mont Blanc? Ou alors est-ce que tu vas t'attaquer à un autre massif? Alors je dirais que c'est secret. Non. Des choses à explorer, il y en a toujours. Dans le massif du Mont Blanc, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'expérience. Tu as le meilleur niveau mondial qui est là. Tous les jours, il y a des choses qui sont nouvelles, qui se font. C'est incroyable. Donc je pense que la montagne, elle se réinvente tout le temps en fonction des personnages qui en sont les acteurs. Après, c'est sûr que c'est important aussi d'ouvrir sa vision sur d'autres massifs et je pense que l'avenir, il sera aussi à travers des voyages et d'aller chercher des choses, de la contemplation aussi ailleurs. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ces images impressionnantes. On vous souhaite bien sûr de découvrir encore de belles lignes en France ou ailleurs. Et puis, merci à vous, hein, bien sûr, de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de Si on parlait spécial rencontre ciné-montagne. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour le dernier chapitre de cette très belle aventure. Très belle soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.